Je m'excuse par avance pour le rayon lumineux au cours de la vidéo, il devrait partir, c'est juste que j'ai un Velux qui est juste ici et là c'est l'heure où la lumière vient juste ici, donc voilà pourquoi. Un homme de 26 ans qui se nomme Mathieu a toujours voulu savoir ce que cela procurait de tuer quelqu'un. Et du coup, un jour, en juin 2018, il a récupéré une autostoppeuse sur la route et il l'a tuée. Un jour sur la route, il rencontre une autostoppeuse de 32 ans qui s'appelle Claire. L'homme était en voiture et donc il décide de s'arrêter et de demander à la femme où elle se rend. Et donc elle lui dit où elle doit se rendre et il dit bon ben ok vas-y monte dans ma voiture, je vais t'emmener. Donc Mathieu se présente comme quelqu'un de super aimable, courtois, très gentil etc. Du coup il commence à discuter dans la voiture et au bout d'un moment les deux jeunes gens avaient un petit creux et ils décident de s'arrêter à une pizzeria. C'est là où Mathieu décide qu'il va la tuer puisque pour lui en fait c'est l'endroit idéal. Mais bien sûr il ne va pas la tuer dans une pizzeria puisque c'est un lieu public, il pourrait être vu, donc c'est pas franchement le bon endroit non plus quoi. Mais par contre à côté de cette pizzeria il y avait un lieu un peu reculé et donc il décide de proposer à la jeune femme de se balader là-bas. Alors dans un premier temps il lui propose quand il est dans ce coin reculé d'avoir des relations sexuelles et la jeune femme lui dit non et elle lui demande de la laisser seule. L'homme va se sentir hyper frustré vis-à-vis du nom de la jeune femme et du coup il va se rendre à sa voiture et c'est là en fait où il va décider réellement de la tuer. Et donc pourquoi Mathieu se rend à sa voiture? Tout simplement parce que c'est un passionné de couteaux, il en a toujours un dans sa voiture, même voire plusieurs, parce que en fait il s'est toujours dit qu'un jour il voudrait passer à l'acte et ce jour-là venu au moins il aurait un couteau dans sa voiture. Donc il va à sa voiture, il prend un couteau de chasse et il va l'utiliser 17 fois contre Claire, donc à la carotide, au cœur et au visage. Il va dire par la suite aux gendarmes que c'était pour que en fait la victime souffre moins et qu'elle décède tout de suite sur le coup. Or au final la victime elle a pas forcément décédé sur le coup mais elle a mis 3 minutes à mourir. Donc c'est énorme en fait, elle s'est vue mourir. Et donc une fois qu'il a tué cette jeune femme, qu'est-ce qu'il a fait? Bah tout simplement il a pris sa voiture, il est rentré chez lui, donc il a laissé la femme comme ça quoi. Il a pris sa douche et il est allé se coucher. Et donc le surlendemain il va lui-même se rendre à la gendarmerie puisqu'en fait il a été déçu que ça ne lui procure absolument rien de tuer cette personne et donc il est allé se dénoncer lui-même. Donc le 21 juin 2018, l'homme va se rendre au commissariat avec un petit sourire narquois bien sûr, sinon ce n'est pas forcément drôle pour lui. Et il faut savoir du coup que ce commissariat se situe à Montélimar dans la Drôme et que la jeune femme a été assassinée. Alors là j'arrive pas à retrouver dans mes notes mais je crois que c'est à Sommières. Bref, du coup il explique aux gendarmes qu'il a donné la mort l'avant-veille à une jeune femme, donc Claire. Et sur le coup quand les policiers lui demandent son prénom et son nom, il dit oui la femme m'a donné son prénom et son nom mais à vrai dire je m'en souviens absolument pas. Genre le mec il en avait rien à faire quoi clairement, il voulait juste tuer quelqu'un, voilà. Et du coup forcément avec une attitude comme ça, ça montre un peu un non-intérêt, un peu comme quelqu'un qui viendrait blaguer sur ça. On dirait que c'est pas réel en fait ce qu'il est en train de nous dire, on dirait pas vraiment qu'il a tué quelqu'un mais juste qu'il vient au commissariat pour faire une blague. Et donc du coup vis-à-vis de son attitude désinvolte, le flic lui dit par contre on plaisante pas là-dessus, donc si c'est pas vrai en fait arrête tout de suite, rentre chez toi et voilà quoi, on s'arrête là. Mais en fait les flics sont quand même allés voir à l'extérieur au niveau du parking puisqu'il leur avait parlé de sa voiture comme quoi qu'il y aurait des traces etc. Et donc les flics se sont dit bon on va quand même aller voir et c'est là en fait où ils se sont rendus compte que c'était pas une plaisanterie, qu'il rigolait vraiment pas et qu'il avait vraiment tué quelqu'un. Parce qu'en fait sur sa voiture et notamment sur sa carrosserie il y avait des traces noirâtres comme des traces de sang et à travers les vitres on pouvait apercevoir la fameuse dague, le fameux couteau de chasse qui faisait une trentaine de centimètres manche compris. Et donc les enquêteurs là le prennent carrément au sérieux et lui demandent mais où est-ce qu'il est le corps en fait, où est-ce que tu l'as laissé, si t'as tué cette personne, où elle est? Et le jeune homme répond là où je l'ai laissé. Donc encore une fois
il montre un désintérêt total. Et donc en fait il va s'avérer que le corps va se situer dans un village du Gard. Et donc les indications que l'homme va donner vont être très floues puisqu'en fait il va énoncer un parking, un fleuve, un camping, un chemin, un portail, une maison, enfin bref énormément d'informations mais c'est ultra vague en fait parce qu'il y en a de partout. Et finalement les policiers après quelques recherches ils parviennent à retrouver le corps de Claire dans les Hautes-Herbes. Je suis extrêmement désolée pour la lumière, ça doit être super chiant mais j'espère qu'elle va partir parce que sinon tant pis, on va faire une vidéo avec le Saint-Esprit. Au niveau de la justice, le parquet de Valence il va se dessaisir au profit de celui de Nîmes qui va ouvrir une information avec une commission rogatoire qui sera donc confiée à la brigade de recherche. Là je vais vous parler du fait que ce jeune homme c'est pas une envie passagère en fait qu'il a eu de meurtre, c'est pas genre un jour il s'est réveillé, il s'est dit waouh je veux savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Non c'est vraiment quelque chose qui est ancré en lui depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je vais vous dire une phrase que Mathieu il a dit aux gendarmes pour expliquer en fait le fait qu'il avait envie de savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Et il a dit comme pour un plat, il faut le goûter pour savoir si on l'aime. Donc en gros le mec il a comparé une vie humaine à un plat, je sais pas si vous voyez le délire. En soi sa comparaison je peux la comprendre mais pas la concevoir dans le sens où je suis d'accord que si tu as envie de savoir ce que quelque chose fait, eh bien il faut tester pour savoir. Sauf que dans ce cas là c'est tellement grave d'en arriver là qu'il ne faut pas tester en fait. Donc pour les enquêteurs, l'homme a un profil clairement de serial killer, il a pas d'empathie, il a pas d'émotion. Et pour eux, franchement, ils pourraient continuer à tuer. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il a eu des envies de meurtre qui remontent à longtemps puisqu'il faut savoir qu'il en avait déjà parlé à ses parents plusieurs fois mais en fait ses parents l'ont pas forcément pris au sérieux sur le coup. Ils se sont dit bon ok il en parle pour savoir peut-être ce que ça fait, pour avoir une culture sur le sujet mais pas forcément qu'il allait passer à l'acte. Et en fait en fin de compte du moment où il est passé à l'acte, ses parents l'ont pris vraiment au sérieux sur ce qu'il disait en fait initialement. On va apprendre que ça remontait à bien longtemps ses envies de meurtre, depuis l'adolescence, même voire depuis l'enfance. C'est d'ailleurs pour cela que le juge va retenir une préméditation et qu'il va renvoyer Mathieu, je sais pas pourquoi je veux dire Mathieu, c'est Mathieu, devant la cour d'assises pour assassinat. Et donc du coup en parlant de cour d'assises, je vais vous évoquer ce qui s'est passé durant le procès, ce qui s'est dit, qui c'est qui a témoigné parce qu'il y a eu énormément de témoignages. Ça a été atroce dans le sens où ça s'est pratiquement jamais vu en cour de justice de traiter une affaire comme ça, de traiter une affaire sur le fait que quelqu'un a tué une personne pour savoir ce que ça voulait faire. C'est déjà arrivé dans le passé mais je veux dire c'est pas quelque chose de courant. Du coup ça a vraiment surpris les avocats, le juge etc. Et donc c'est pour ça que c'est une affaire assez particulière. Donc je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est dit pendant le procès. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure pour les enquêteurs, l'homme a des caractéristiques de serial killer et ça s'est notamment dévoilé lors du procès puisque c'est un homme qui est resté très stoïque, très neutre en fait sur toute la situation. Lors du procès il lui a été demandé plusieurs fois s'il avait des moments de remords ou des choses où il culpabilisait la situation et l'homme a directement répondu que non, donc il ne culpabilisait absolument pas de ce fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs témoignages et je vais commencer par celui des parents de Claire. Alors il faut savoir que Claire avait été diagnostiquée et même hospitalisée en fait pour schizophrénie, donc c'est quand même quelque chose de grave. Il faut savoir donc du coup qu'elle avait pas un cerveau normal, on va dire ça comme ça, et c'est peut-être ce qui peut expliquer en fait qu'elle s'est laissée amadouer en quelque sorte par Mathieu et que du coup Mathieu avait peut-être plus d'aisance entre guillemets à l'amener là où il voulait et à en faire ce qu'il voulait. Et autre petite anecdote sur Claire, il faut savoir qu'elle avait des médicaments et donc du coup un traitement qui lui était prescrit et elle le prenait pratiquement jamais et ça inquiétait énormément ses parents parce que du fait qu'elle prenait pas ses traitements, ses démons en fait prenaient vite possession sur elle on va dire. Alors lors du procès il y a une rectification qui va être apportée sur l'arme qui a été utilisée en fait pour tuer Claire, donc l'arme blanche. Et il faut savoir que cette arme a été achetée 2 semaines plus tôt. On va également retrouver une certaine somme d'argent, 3650 € sur les 4000 € que Mathieu avait retiré, ainsi que plusieurs autres armes blanches, un gros bidon d'acide et une carte routière où il avait coché plusieurs villages sur lesquels il voulait se rendre pour potentiellement essayer de prendre une autostoppeuse ou de prendre une personne et de la tuer. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait mis Sommière, donc c'est bien le bon nom, je me suis pas trompée. Donc c'est là en fait où on se rend compte que son meurtre c'est quand même prémédité parce qu'il avait quand même pas mal de choses dans sa voiture, il avait quand même prévu le coup de passer à certains endroits etc. Donc c'était pas comme si il avait ramassé au hasard cette personne, non, il avait vraiment fait une liste entre guillemets, enfin en tout cas il avait coché les endroits où il voulait aller et c'est pour ça
qu'il a trouvé cette autostoppeuse. Donc c'est pas non plus pour rien, c'est pas non plus au hasard. D'où le fait en fait que les enquêteurs se sont interrogés sur une potentielle carrière de serial killer. Un collègue des enquêteurs, donc qui s'appelle Jérémy, va témoigner sur le fait que quand il l'a vu en fait, vous savez, en garde à vue, ou quand il a pu avoir contact avec l'homme hors du procès, et bien tout simplement il a dit que l'homme était extrêmement froid. Quand il lui a posé la question s'il savait que Claire avait de la famille, des amis qui tenaient à elle, et l'homme lui a répondu qu'en gros tout cela n'avait aucune importance pour lui, qu'elle ait de la famille ou des amis, il en avait rien à faire, il voulait juste en gros faire son expérience, hein, c'est un peu ça. Jérémy a aussi également dit que normalement dans ce genre de situation, les gens ont du remords, ils pleurent, etc. Ils se sentent coupables de ce qu'ils ont fait. Mais là, Mathieu était complètement froid, il s'en foutait en fait complètement, il avait aucun remords de la situation. Et ce qui montre encore plus que l'homme était sans regret, c'est qu'en garde à vue, il propose en fait des repas. Et généralement quand vous faites des actions comme ça, vous avez pas forcément faim, vous êtes un peu dégoûté de tout, même la bouffe vous dégoûte. Et là, Mathieu en fait, il a mangé mais toute son assiette, mais comme un morphale, clairement. Genre il avait super faim, il a mangé normal, comme si c'était rien passé quoi. Il faut savoir également que lorsqu'il se présente devant Claire avec le couteau, donc avant qu'il la poignarde, Claire lui demande mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, s'il te plaît ne fais pas ça et tout, elle le supplie. Et en fait lui il dit désolé, c'est juste pour une découverte personnelle. Également lors de son procès, on va voir le témoignage des parents de Mathieu, donc ils vont défendre Mathieu, et c'est là justement on va apprendre qu'il avait des envies meurtrières qui dataient de longue date. Mais on va avoir aussi le témoignage d'une personne qui est assez intéressant je trouve, c'est son ancienne petite amie qui s'appelle Solène. Il faut savoir donc les deux jeunes gens ont une relation plus que tumultueuse pendant 2 ans, 2 ans et demi. Ils ont dû se séparer environ 8 fois et ils se sont réconciliés le même nombre de fois du coup, mais là à l'heure actuelle ils sont séparés. Et il faut savoir que les séparations et les réconciliations étaient souvent de la part de Solène. C'est-à-dire que c'est pas Mathieu ou quoi qui quittait ou qui se réconciliait, c'était tout le temps Solène. Solène va nous donner un petit exemple pour nous montrer un peu l'agressivité de l'homme en lui disant qu'un jour ils étaient en train de se séparer pour une quelconque raison, et l'homme en fait a demandé à Solène de sourire. Il lui a passé la main sur sa joue, puis il a saisi en fait le derrière de sa nuque et il a projeté en fait sa tête contre la table du restaurant où ils dînaient ensemble, et par la suite il lui a mis une gifle. Donc en gros le mec il lui a fracassé la tête contre la table et après il lui a mis une gifle parce qu'ils se séparaient. Donc ça montre quand même qu'il a un petit problème, hein. Clairement il a un petit problème. Et donc suite à cela forcément Solène elle allait porter plainte, ce qui est totalement logique. Il a pris des travaux d'intérêt généraux, donc moi je trouve ça un peu faible pour avoir fracassé la tête de ta copine ou de ton ex-copine, qu'importe. Et il faut savoir que encore pire après ça, comme quoi que l'amour vraiment rend aveugle, Solène elle s'est remise avec. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait tout simplement, comme je vous ai dit, là, à l'heure actuelle ils sont séparés. Et 2 jours avant qu'il tue Claire, Mathieu a contacté en fait Solène par message ou par appel, je ne sais quoi, pour lui dire en fait qu'il allait faire le tour de la France et que si elle voulait, il pouvait passer pour lui faire un petit coucou. Et Solène lui a dit que non, puisqu'en fait elle avait retrouvé quelqu'un et que du coup voilà, elle voulait pas forcément revoir son ex, surtout en sachant ce qu'il lui a fait, c'est tout à fait logique. Et on peut du coup se poser la question de est-ce que ce serait pas par nerf qu'il aurait tué Claire parce que Solène lui aurait dit qu'elle aurait quelqu'un d'autre, ou qu'elle aurait pas accepté de le voir. Enfin, on peut quand même se poser la question. Par la suite, c'est au tour de la grande sœur de Claire de faire son témoignage. Et elle disait que sa sœur avait une joie de vivre immense, mais que malheureusement, elle se souvient que de leur enfance parce qu'elles ont été séparées après suite à la maladie mentale qu'avait Claire. Mais en tout cas, elle décrivait que pendant son enfance, Claire était une enfant très joyeuse. Et suite à tous les témoignages d'amour que sa grande sœur a fait vis-à-vis de la défunte, le président du procès va demander à Mathieu est-ce que ça vous fait quelque chose, et l'accusé va répondre je n'avais pas nécessairement envie d'entendre ça, je suis parfaitement conscient de ce que j'ai fait, je sais à quel point c'est affreux et je sais que je devrais le regretter amèrement, mais je regrette que ce ne soit pas le cas. Je vois régulièrement des psys pour savoir ce qui ne tourne pas rond chez moi et ne plus jamais faire ça à qui que ce soit. Donc on voit quand même que le mec il a conscience de ce qu'il a fait, il sait que ça va pas, il sait que c'est pas normal en fait de ne rien ressentir. Et donc l'homme est clairement dérangé en fait. Il confie au juge, donc quand c'est son droit de parole, il va dire qu'il cherche où vient la source de son problème, il cherche en fait à savoir initialement d'où tout ça est parti pour essayer de régler ce souci et de ne plus avoir en fait d'envie de meurtre et de devenir quelqu'un
quelqu'un de normal. Mais en attendant de résoudre son problème, il a pas nié le fait et il a dit clairement que ça serait possible qu'il ait d'autres envies de meurtre, ça serait possible qu'il reproduise le fait. Et là je vais vous dire ce qu'il a dit. Je ne le veux pas, je ne le désire pas, mais je ne veux juste pas promettre que ça n'arrive plus jamais. J'imagine que je pourrais passer à l'acte de nouveau. Je fais le maximum pour que ça n'arrive pas, mais je suis pas dupe sur ma nature pour autant. Je ne peux pas aller au fond du problème si je fais l'autruche. Donc encore une fois, on voit qu'il réfléchit, on voit qu'il a une certaine réflexion, mais il y a comme des démons en lui qui font que il ressent l'envie en fait. Suite à tout ce qu'il a dit, il y a eu plusieurs experts psychologues qui sont venus apporter son point de vue sur un peu le comportement de l'homme. Il y en a certains qui l'ont vu en garde à vue, d'autres qui l'ont vu que pendant le procès, d'autres qui ont vu que son dossier. Enfin bref, je vais vous énumérer un peu tout ce qu'ils ont dit. La première, donc qui est une femme, l'a vu pendant sa mise en garde à vue. Et selon elle, l'homme accepterait difficilement une situation d'expertise. Notamment, il lui dit à plusieurs reprises, pour que je réponde à vos questions, il faut que vous le méritiez. Donc pour elle, en fait, il y aurait un lien de type utilitaire dans le sens donnant-donnant. Il y aurait des comportements transgressifs, un refuge dans le virtuel et un besoin en fait de contrôle permanent sur autrui, voire même de narcissisme avec un versant antisocial et une grande froideur affective. Elle conclut en disant: les dispositions de sa personnalité ont pu intervenir dans la commission de l'infraction, mais aussi que l'ensemble des éléments cliniques sont de mauvais pronostics. Il y a un autre expert psychiatre qui va évoquer une personnalité à l'intersection des traits schizoïdes, psychopathiques et sadiques, ce qui le mène à conclure à une altération légère du discernement. Il y a un autre confrère qui va remettre en cause les conclusions du précédent en disant: j'ai moi-même parlé comme ça quand j'étais plus jeune. Il explique que rien de psychiatrique au sens pur et dur du terme n'est à relever, même s'il note une mégalomanie infantile persistante et une tonalité paranoïaque. Selon lui, en fait, Mathieu il veut se rendre unique d'avoir fait un acte comme ça en fait. Son objectif serait de montrer aux yeux du monde à quel point il est unique, à quel point il ne fait pas les choses comme les autres. Et d'une certaine manière, le fait d'aller se dénoncer directement aux flics, c'est le fait de pas pouvoir attendre, d'être complètement impatient de la situation, comme si en fait il ne voulait pas attendre que les enquêteurs le trouvent, mais vous savez qu'il voulait lui-même en fait apporter son petit trophée devant les gens. Lui il va considérer donc l'opinion des enquêteurs comme quoi que ça serait un potentiel serial killer, mais qu'il aurait néanmoins un certain potentiel à ce que tout cela se tasse dans le temps, parce qu'en fait Mathieu c'est une personne qui s'analyse énormément, et il y a un troisième psychiatre qui va dire qu'il fait des expériences pour faire des expériences, c'est-à-dire que depuis tout petit en fait il aime bien tout savoir sur tout, et du coup que ce serait une espèce d'expérience qu'il faisait. Pour lui, il verrait pas de perversité ou de sadisme dans les actes qu'il aurait fait en fait envers Claire. Comme le précédent confrère, il va dire en fait que oui c'est possible peut-être qu'il s'en sorte, mais par contre ce qu'il a peur c'est que justement il reste renfermé au lieu de s'en sortir, et qu'il se renferme complètement dans un personnage où lui-même en fait il va être acteur de ce qu'il va faire et il va plus forcément contrôler la chose, et à ce moment là c'est là où ça peut partir complètement en cacahuète et où il peut devenir un serial killer, mais un gros serial killer. Et donc le président du procès va demander à l'accusé si cette théorie s'approche en fait de celle qu'il conçoit dans sa tête, et il va dire que oui, elle est similairement proche à ce qu'il a dans la tête. Donc en fait le mec il va clairement pas mentir, hein. Il va vraiment dire toute la vérité et tout, il va vraiment dire tout ce qu'il a au fond, il va vraiment dire tout ce qu'il pense avec une aisance mais incroyable. Et donc à la fin, l'avocat général va faire comprendre l'absurdité et la violence de ses actes, et il va notamment dire que c'est une créature comme lui ne peut pas rejoindre un jour notre société. C'est fort quand même ce mot, donc ça veut quand même dire pas mal de choses. L'avocat général requiert la réclusion criminelle, bien sûr à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, avant d'ajouter pour la route que c'est une bombe à retardement. Et là je vais vous lire les toutes dernières paroles du procès de l'accusé, parce que voilà, il faut que je vous les lise. Il va dire: je ne suis pas du tout après la gloire, la célébrité, à aucun moment je n'ai contacté la presse. Si j'avais une personnalité de serial killer, j'aurais pu continuer et me rendre plus tard pour récolter des lauriers plus brillants encore, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Quand on parle d'enfermement dans un personnage, ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé, que j'ai choisi. Je me suis pas levée un matin en me disant que je voulais être celui qui tue pour voir ce que ça fait. C'est venu petit à petit. Mon avocat se retourne parce que je sais bien que je ne plaide pas ma cause en disant que je suis une coquille vide. Vous le voyez, je n'ai pas tiré une larme, mais je sais que je
j'aurais dû. Moi aussi je me trouve abjecte et c'est pour cela que depuis mon incarcération je suis en thérapie parce que je sais très bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien rond chez moi. Je ne cherche pas à devenir un tueur en série, j'en ai peut-être le potentiel mais je fais tout ce qui est en mon possible pour ne pas le devenir. Je cherche quelque chose à dire à propos de Claire et de sa famille parce que je sais à quel point je leur ai fait du mal. Mais je sais que ça sonnerait faux, que vous ne croirez pas un mot et que vous vous sentirez insulté. Donc je ne sais pas quoi dire. J'aurais aimé ne pas en arriver là. Je n'ai pas choisi qui je suis. J'ai choisi néanmoins de faire ce que j'ai fait. Et il est quand même vachement conscient des choses, c'est quand même incroyable. Moi je trouve son discours vraiment incroyable, pas dans le sens waouh il est trop bien ce mec, mais dans le sens il a quand même une très profonde analyse des choses, c'est incroyable. Et donc le procès a duré seulement 1h30 pour ceux qui sont connaisseurs, 1h30 c'est pas forcément très long pour un procès, et la sentence est tombée. Donc réclusion criminelle à perpétuité, 22 ans de sûreté comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À savoir qu'à la suite de ces annonces, il y a une seule personne qui a pleuré, c'est son ex, Solène. Bref, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!